y a une compétence qui est essentielle dont on ne parle pas assez, c'est que pour être maraîcher, certes il faut produire, mais il faut savoir vendre. Et il se trouve que ça avait été un peu mon travail avant. Donc j'avais quand même bien mis ça en place et tous mes débouchés commerciaux étaient clairement en place. Tu peux pas commencer à produire et une fois que les trucs est poussé, à qui je vais le vendre? Tu vois, il faut déjà l'avoir réfléchi en Je pense amont. que c'est le sens inverse. C'est le sens inverse. Moi aussi. Il y a ceux qui parlent, ceux qui sermonnent, ceux qui jugent, et puis il y a ceux qui font. Bienvenue dans Entrepreneurs du Vivant, le podcast de celles et ceux qui régénèrent la planète et les humains. Ici, on tente de construire le monde d'après sans renier nos ambitions, sans renier notre humour, notre liberté, sans sacrifier notre compte en banque. Pas de greenwashing, pas de dogme, pas de discours moralisateur ou culpabilisant. On veut rendre les modèles respectueux du vivant désirables pour qu'ils prennent la place de ceux qui nous aliènent. On est nature, simplement des femmes, des hommes qui passent à l'action. Ici, vous entendrez des entrepreneurs qui osent penser autrement, vendre autrement, vivre autrement. Et ensemble, on transforme l'économie et donc le monde pour de vrai. Et puis surtout, on le fait avec joie en acceptant nos imperfections. Et aujourd'hui, je reçois Tibère. Tibère, c'est un géographe qui est devenu directeur export, qui passait ses nuits d'hôtel à regarder des vidéos sur la permaculture sur YouTube en se disant « un jour, je ferai ça ». Et ce jour est arrivé, il a tout lâché pour créer la géoferme en Charente avec 2 000 € de sa poche. Et aujourd'hui, il fait 80 à 90 000 € de chiffre d'affaires entre ses paniers, ses courges, ses poireaux pour les cantines et puis sa guinguette où des chefs viennent cuisiner des légumes récoltés 2 heures avant le service. Il bosse 40 heures, il est chez lui à 18 heures, il ne travaille pas le week-end. Et donc dans cet épisode, on parle de la colère comme moteur du fameux revenu de sécurité, ce qu'il a calculé avant de se lancer, et de ce jour de mi-août où il a craqué devant un pot de glace et Netflix, prêt à tout abandonner. C'est du brut, c'est du concret, c'est inspirant. Et c'est parti, on retrouve Tibère. Let's go. Salut Tibère, bienvenue dans Entrepreneurs du Vivant. Très heureux de te recevoir. Ouais, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous aussi. Aujourd'hui, on va explorer ton parcours entrepreneurial, qui est un parcours qui est inspirant, qui reconnecte à la terre, qui reconnecte à la joie aussi. Tu vas nous raconter tout ça. On a une petite présentation en amont. J'aimerais tout de suite te questionner, rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi Géoferme ? La géoferme, c'est mon projet de vie, on va dire. C'est ma ferme que j'ai créée sur mes aspirations. Et pourquoi géoferme? Parce que je suis géographe de formation et je voulais quelque chose qui soit au carrefour à la fois de la géographie, du lieu où j'étais, de mes aspirations personnelles, de ma géographie personnelle, et puis qui réponde à mes vrais besoins de ce que je cherchais dans la vie. Ouais. C'était quoi que tu cherchais? Ce que je cherchais, comme beaucoup de gens en reconversion, du sens, de la durabilité, de l'agroécologie, puis aussi de la viabilité économique. Ok, tu vas nous raconter tout ça. Avant de rentrer justement dans un petit peu le business model, un petit peu l'histoire de la création de celui-ci, qu'est-ce que tu étais avant de te reconnecter à ce projet? C'était quoi? Qui? Tibère? Avant, j'ai fait différentes choses quand même. J'ai fait un bac+5, on va dire que je suis géographe de formation. En sortant des études, j'ai travaillé un petit peu en bureau d'études, une petite expérience entrepreneuriale à 24-25 ans au Maroc. Il a fallu revenir sur Paris. Là, j'ai recommencé en bas de l'échelle à embouteiller de l'huile d'olive et être livreur sur Paris. J'ai fait ça un petit peu. C'était une boîte qui était au tout début. Donc après, j'ai géré l'entrepôt. Puis je suis devenu responsable du développement commercial France. Et puis à finir directeur export. Et ça m'a permis de retourner là où j'habitais, de commencer à concevoir, d'acheter une maison, de la retaper, de commencer à concevoir mon projet de ferme. Ok, d'accord. On va dire que ton ancienne vie t'a aidé à financer un petit peu déjà l'accès à la terre, on va dire. Ouais, exactement. Et par contre, tu es issu du milieu paysan ou Non, du tout. Moi, je suis vraiment ce qu'on appelle un IMA, un non issu du milieu agricole. Non, j'ai tout réappris. Et on peut y arriver donc. On peut y arriver, ça c'est l'avantage, et ça aussi c'est l'inconvénient, mais je trouve qu'on n'est pas formaté finalement et conditionné, et on ramène toutes les compétences qu'on a pu avoir dans une autre vie, et c'est ça qui est hyper intéressant. Comment tu t'es dit que tu allais créer une ferme basée sur des principes agroécologiques, etc. Ça s'est venu comment? Eh ben écoute, autour de la trentaine, je me suis dit, je peux pas continuer, je voyais ma vie un peu arriver en impasse sur Paris où j'étais. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu attends de la vie? Moi, ce que j'aime, c'est avoir la truffe au vent, faire des choses de mes mains, à la fois connecter avec les gens. Et puis, j'aime monter des projets, gérer des projets. Et je me suis dit que le maraîchage bio, sur une ferme un peu atypique, je t'en parlerai plus tard, ça correspondait, ça cochait pas mal de ces cases-là. T'as pas eu, à un moment donné,
des appréhensions sur le fait de changer de vie aussi radicalement ou alors tu étais tellement dégoûté, j'ai envie de dire, de ce que tu vivais ou tu étais tellement en perte de sens que de toute façon, il n'y avait pas de choix. Non, tu vois, tu es toujours animé par des émotions hyper fortes qui peuvent être motrices, comme la colère, un sentiment de rébellion finalement de ce que tu es en train de vivre et de ce que tu n'avais pas forcément prévu de vivre quand tu arrives. Ces âges un peu charnières entre 30 et 40 ans, où tu vois, tu remets un petit peu les choses en question. Donc oui, forcément, tu as peur, mais je crois qu'on n'a jamais aussi peur qu'au début quand on fait rien, et après quand on se met en action, les choses déroulent, et si on a un plan... Tu sais, on a pas mal de gens qui justement ont un petit peu de mal à se mettre en action. C'est-à-dire que bon, bah, ils sont en quête de sens. Mhm. Ils sont dans une situation où ils aimeraient avancer, mais ils n'ont pas forcément trouvé l'allant pour y aller. Toi, c'est quoi qui t'a donné envie de... C'est quoi qui t'a donné le momentum pour passer à l'action? Bah écoute, en fait, c'était tous les soirs quand je rentrais dans ma chambre d'hôtel, quand j'étais à l'étranger, je regardais beaucoup de vidéos YouTube et surtout celle d'un permaculteur que j'ai regardé pendant 2 3 ans, qui était installé dans la Creuse et j'étais dingue de ce mec-là. Et C'était Damien? Damien c'était Descartes? Damien, ouais. Ouais, ouais, exactement. J'ai trouvé ça formidable. Et puis, je me suis dit, bah, un jour, je ferai ça, un jour, je ferai ça. Et je sentais qu'il y avait il y a eu le Covid qui est passé par là. Je voyais que j'arrivais vraiment dans une impasse dans ma boîte. J'avais pas envie d'aller plus loin. Ça avait changé. La boîte avait clairement changé de niveau. On commençait à être très nombreux. J'étais arrivé dans les premiers. C'était plus du tout la même ambiance. Et puis, c'était pas mon projet, mon premier projet non plus. Donc, il y a un moment, tu te dis, bah, la vie, elle est hyper courte, il faut y aller, quoi. Et puis, Mm. c'est pas très grave parce que je l'avais monté à l'étranger, mon premier projet. Quand tu te foires à l'étranger, c'est compliqué. Je me suis dit, si je foire en France, finalement, j'ai ma famille, j'ai ma femme à côté. Financièrement, on peut s'organiser pour pas non plus investir des sommes folles et faire ça intelligemment pour pas se mettre dedans, quoi. Ok, tu as mesuré ton risque. Et puis, d'un autre côté, Damien Descartes, merci à lui, on l'interviewera un de ces quatre. Quelque part, tu as vu un exemple vivant que c'était possible aussi, ou en tout cas, tu as été inspiré, et ça t'a aidé à mesurer ton risque et te dire, ok, let's go. Ok. Ouais, c'est ça, bah, c'était une grosse charge émotionnelle. Je te dis, au début, j'étais vraiment dans cette colère, dans une sorte de ras-le-bol, et en fait, ça te bouge. Si Mm. tu le fais pas, tu te fais bouffer. Et je sentais que cette colère avait commencé à me Je ronger, crois que si cette tu l'avais rébellion. pas fait, il serait passé quoi? Ouais, je pense que j'aurais pas très bien vécu. Tu vois, là, on est à Paris, je suis Mm. repassé tout à l'heure, j'ai dit, Mm. qu'est-ce qu'aurait été ma vie? J'avais presque la gorge serrée des émotions parce que quand je vois tout ce que j'ai bâti en Charente, maintenant j'ai 2 enfants en plus, on est hyper bien installé. J'étais en train de voir, je revoyais la version de moi, je regarde un immeuble qui pourrait être derrière et ça serait nul, peut-être qu'on n'aurait pas eu d'enfants. Peut-être vu qu'on aimait bien quand même sortir et faire la fête, peut-être que je serais resté. Tous mes copains qui sont restés sur Paris sont un peu là-dedans. Mm. Ça aurait été un peu triste, ça aurait été la fête triste, je pense. Ouais, ouais, ouais. Une espèce d'illusion. Ouais. Mm. Ok. Géoferme, les débuts, ça se passe comment? Alors, ok, t'as choisi de. J'imagine que tu t'es formé un petit peu? Ouais, bien sûr, il y a une clé qui est quasiment indispensable à avoir, hein. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu veux t'installer en tant qu'agriculteur, c'est le BPREA, le brevet d'exploitant, donc il faut l'avoir, il n'y a pas de On est question d'accord, là-dessus, c'est quoi. obligatoire, hein. Ouais, c'est quasiment obligatoire. Enfin, tu as tellement d'aide et de support quand tu l'as. Mm. C'est déjà des métiers compliqués. Si tu t'en passes, Mm. c'est vraiment se tirer 2 balles dans le pied, quoi. Mm. Une balle dans chaque pied. Tu regrettes pas d'avoir fait cette formation-là? Ah non, Ouais. pas du tout, non. Ouais. Non, c'est vraiment le sésame, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. BPREA, Ouais. autre formation? Non, pas d'autres formations, hormis la formation que tu peux avoir de ta vie précédente, quoi, Ouais, l'expérience bien de la sûr, vie, quoi. bien sûr, qui t'ont aidé. Donc, comment ça se passe, la genèse de la création de cette ferme? Comment tu vis les premiers mois d'installation, Hmm. etc. Bah, si tu veux, ça a été assez progressif. Finalement, avant de lâcher mon boulot, j'avais déjà passé mon BPREA pendant le Covid et en même temps, j'avais commencé à faire mes recherches de terrain, à tout mettre en place. Comme ça, le jour où je lâche mon boulot, direct, je peux me mettre derrière une binette et commencer, si tu veux. Mm. Tout ce temps mort d'un an, 1 an et demi pré-projet, qui n'est pas non plus un temps plein, j'ai décidé de l'optimiser justement pour optimiser la ressource temps et la ressource argent, parce qu'il il s'agit de ça sur les 2 premières années d'installation. Attends, excuse-moi que je comprenne bien. Tu as mis un an et demi à préparer ton projet Ouais. avant de vraiment démarrer. Ouais. Donc ça, faut y penser. Vraiment, c'est quelque chose qui est souvent, minimisé Mhm. dans l'état d'esprit des gens. Ça prend du temps de préparer un projet avant de le lancer. Donc ça, c'est un premier point. Et tu l'as fait en parallèle
T'as un boulot existant. Ouais, exactement. Ok. Et même si on va plus loin, finalement, j'avais commencé à réfléchir à la ferme 4-5 ans avant de m'installer. On va dire que c'est les 2 années précédentes où je me suis vraiment mis en quête d'un terrain, en quête de rentrer dans la formation Ok. Ok. et poser tout ça sur un papier. D'accord. Ok, tu lances la ferme. Je Ça lance. marche tout de suite. C'est quoi le. La première année, elle est incroyable. Si tu veux, vu que j'avais tout préparé au maximum de mes capacités avant de pouvoir être vraiment disponible à 100%, j'avais déjà monté la serre, j'avais déjà toute la charte graphique et j'avais aussi tout le positionnement du projet. Et j'avais mes prêts bancaires, tu sais, tout un parcours d'installation auprès de la Chambre d'agriculture. Donc tout ça avait été plus ou moins calé. Excuse-moi, je te coupe à chaque Vas-y. fois, mais tu m'en veux pas. Mais ça coûte combien d'installer une ferme? Enfin, en tout cas, chez toi, ça t'a coûté combien? Moi, de ma poche, ça m'a coûté 2 000 euros. Après, ta tu poche. fais des prêts. Après, il y a des subventions. Il y a ce qu'on appelle la DNJA. Voilà. Ça, c'est pour les jeunes agriculteurs. Donc, Exactement, dotation. la dotation aux jeunes Ouais. agriculteurs. On est quand même beaucoup aidé quand on se lance. Alors, il faut quand même rendre des comptes. Ça se passe pas aussi simplement que ça. Mais il y a quand même des financements. On est en France hyper intéressants à aller chercher. Mais moi, de ma poche personnellement, 2 000 euros. Ouais. Donc là encore, on a une preuve que on peut se lancer sans vraiment forcément avoir une fortune personnelle. Alors, bien sûr, il y a quand même le foncier, Ouais. c'est important, mais là aussi, il y a des leviers, ouais. il y a des possibilités, des leviets. T'as pas démarré avec 50 000 euros, quoi. T'as réussi à faire financer une bonne partie de ton développement. Donc, ok. Ce que j'entends aussi qui est vachement intéressant, c'est que tu avais déjà pensé ta charte graphique, etc., ton logo, parce que tu savais déjà quand même qu'il allait y avoir aussi un volet entrepreneurial sur ton activité. C'était pas juste je fais pousser des poireaux. Ah non, j'étais hyper clair. En fait, toute la stratégie, elle se met en amont. Si tu planifies pas tes actions, tu planifies ton échec. Et c'était l'idée. Je pense que la ferme, je l'ai d'abord bâtie sur un Excel. D'abord, je l'ai bâti dans ma tête. Je l'ai rêvé, je l'ai pensé, je l'ai vraiment visualisé. Après, je l'ai transmis dans un Excel. J'ai fait un peu valider cet Excel-là avec mes grands ordres de données à des gens, à des copains maraîchers, aux chambres d'agriculture. Et puis après, c'est le grand saut, quoi. Tu vois, t'arrives en janvier, ça y est, il n'y a plus de filet, c'est toi et ta binette, et puis en avant. T'as regardé ce que t'allais gagner, t'as regardé ce Bien que sûr. t'allais... bien sûr, évidemment. En fait, si tu veux, à partir du moment où on venait d'acheter la maison, on projetait d'avoir des enfants, il faut être responsable. Tu te sécurises. Moi, j'avais prévu à 3 ans ce dont j'avais besoin. On avait calculé avec ma femme ce que j'appelle le revenu de sécurité. Tout ce dont tu as besoin pour pas changer ta qualité de vie, c'est-à-dire la maison, l'alimentation, éventuellement les loisirs, et puis tout ce qui est à côté, tu vois, les assurances, la voiture, tout ça, pour savoir en te disant, je me mets pas dans le rouge, parce que c'est suffisamment dur de s'installer que si en plus tu te mets une pression financière, c'est très compliqué. Il faut valider cette question d'entrée de jeu et prendre de la marge de sécurité. Ça fait plaisir à entendre. Parce que je vois tellement de gens qui sont dans le sacrifice, dans la souffrance quand ils sont justement dans cette reconversion. Il faut y penser de suite. Tu as calculé ton revenu de sécurité pour être vraiment tranquille. Comment tu as pu valider que pour toi c'était OK, que tu allais pouvoir atteindre ce revenu-là en te lançant à cet endroit-là? Eh bien, écoute, moi, pour être très franc, tu vois, par rapport à ce revenu de sécurité, il n'est pas venu tout de suite de la ferme. Parce que c'est rare quand tu te payes dès le premier mois, tu vois, en tant qu'entrepreneur, et puis même en tant que maraîcher, il faut que les légumes ils poussent, si tu veux. Bien sûr. Donc, moi, j'avais anticipé, à la fois, j'avais un petit peu de chômage, à la fois, j'avais retapé une partie de ma maison en gîte, et à la fois, tu as aussi cette dotation jeune agriculteur. En fait, j'avais pris le revenu moyen que j'avais besoin, ça te donne une somme sur les 2 ans, et puis dedans, tu mets les capitaux disponibles, que ça soit ton chômage, pour certains ça pourrait être le RSA ou d'autres choses si tu veux, le petit gîte que j'avais construit, plus courant de l'année, tu vois, les premières centaines d'euros que tu peux espérer sortir. Et puis voilà, ce qui fait que l'argent n'a jamais été un problème. En fait, l'argent n'a jamais eu un impact directement sur ma vie et il n'y a pas une nuit où j'ai pas dormi à cause de ça, quoi. Ok, super. Comment tu trouves tes premiers clients? Comment se passent les premiers mois sur la ferme, donc les premières cultures, etc. Ça avance comment? Écoute, il y a le choc du réel quand même. Il y a ce que tu penses et ce que tu vois et ce qu'on me dit sur YouTube, et puis il y a la réalité. Moi, en l'occurrence, j'avais pas un terrain très facile. Je vais pas partir trop dans l'agronomie, mais on est en bord de Charente. On appelle ça des terrains hydromorphes, c'est-à-dire gorgés d'eau, si tu veux, avec des gros argiles. Donc il y a beaucoup d'outils que tu voyais, finalement, qui étaient faits pour des sols assez légers, ça passe pas.
Ça passe pas. Et c'était quoi ta... Excuse-moi encore. Ma question, c'est comment ça se passe au niveau des premiers mois Ah ouais, de l'activité? Comment tu trouves tes premiers clients? Est-ce que tu arrives à avoir justement des productions OK? eh ben, les premiers mois, en fait, si tu veux, il y a une compétence qui est essentielle dont on ne parle pas assez, c'est que pour être maraîcher, certes, il faut produire, mais il faut savoir vendre. Et il se trouve que ça avait été un peu mon travail avant. Donc j'avais quand même bien mis ça en place et tous mes débouchés commerciaux étaient clairement en place. Tu peux pas commencer à produire et une fois que les trucs sont poussés, à qui je vais le vendre? Tu vois, il faut déjà l'avoir réfléchi en Je amont. pense que c'est le sens inverse. C'est le sens inverse. Moi aussi. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et moi, j'avais construit du coup la géoferme par rapport à ça, par rapport à mes capacités médiocres de producteur, mais par rapport à mes capacités plutôt bonnes de commercial. On parlera du business model si tu veux après, mais je l'avais vraiment aligné avec une certaine forme d'humilité, tu vois, sur les compétences que j'avais, quoi. Comment je les trouve? Le bouche à oreille, la presse. Et puis après, ça a été un peu les réseaux sociaux, mais c'était essentiellement. Il me semble que tu as fait ça un au peu de début. pub sur Instagram. On en avait parlé, il me semble. Ouais. Ouais. Oui, les pubs sur Instagram, ça arrive dans un deuxième temps, mais oui, en effet, c'est des leviers assez puissants, hein. Moi, les paniers, je cherche à 10 km à la ronde autour de moi, donc tu mets une pub à 10 km, t'as pas besoin d'être beaucoup. Moi, je me rappelle, j'avais mis moins de 20 € et j'avais trouvé 5 à 10 clients sur des abonnements annuels. C'est quand même hyper intéressant, quoi. Ouais, super, super. Tu penses que cette compétence marketing ou cette compétence ne serait-ce que de vente, c'est un vrai manque chez les maraîchers aujourd'hui que tu croises ou que tu as pu voir dans ton environnement? Oui, je le pense parce que, en fait, derrière la question du marketing, il n'y a pas que ça. Il y a la question de tes valeurs profondes, de ton alignement par rapport à ce que tu es au monde. Et quelque part, souvent, le commerce, tu vois, est un peu dévoyé, ça fait un peu le mec qui met le pied dans la porte, le vendeur d'aspirateur, c'est cette image un peu sale, tu vois. Tu peux quand même avoir une façon équitable de faire du commerce. Alors déjà, cette pensée limitante, moi, je l'avais fort et elle est passée par rapport à mon activité quand je me suis retrouvé responsable export. Et on vendait en plus des produits de qualité, si tu veux. Donc j'avais déjà eu ce premier pas. En effet, elle est essentielle parce que ça te pose à te dire mais qui je suis, comment je me positionne, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je véhicule, quels bénéfices j'ai aux gens. Et en fait, finalement, le commerce, c'est les 10 derniers pourcents, tu vois. Comme disait Descartes, ceux qui se pensent clairement. Bon, j'ai raté. Ceux qui se pensent clairement, ceux qui se conçoivent clairement se pensent aisément et les mots pourvenus. Bon, écoute. Tu l'enlèveras, celle-là, elle marche pas. Je me suis pris dedans. Pas grave. En gros, ce que je veux te dire, c'est que le commerce, c'est quand même essentiel. C'est l'oxygène de ta boîte. Ouais. C'est l'oxygène de ta boîte, aussi simple que ça. Et ne pas le voir en face, c'est faire un déni de réalité. Quand tu montes une ferme, tu es avant tout entrepreneur. Tu es entrepreneur rural, mais tu es avant tout entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est l'homme orchestre de sa ferme, si tu veux. Donc, tu dois savoir à la fois produire, à la fois vendre, à la fois gérer ton argent et à la fois faire attention à toi aussi. Parce que ça, c'est aussi une vraie compétence entrepreneuriale. Faire attention à soi. Clairement. L'équilibre pro-perso. C'est vrai que même au niveau des valeurs aussi, hein, on le voit, et moi, je suis énormément confronté à ça aussi quand on accompagne. Les gens, quelque part, veulent sauver le monde, veulent prendre la place d'une économie pourrie, veulent que tout le monde mange des légumes sains, etc. Mais en face de ça, ne mettent pas vraiment l'action qui va avec. C'est-à-dire, ne veulent pas non plus être visibles, ne veulent pas s'exposer, ne veulent pas vendre. En fait, ce qui est finalement l'inverse de leur système de valeurs et qui laisse la place à toute l'économie pourrie, etc. Moi, je me heurte pas mal à ça et j'espère qu'en interviewant des gens comme toi, on puisse faire changer un peu les choses. Aujourd'hui, la ferme, c'est quoi? Quel est ton business model? Comment tu vis? J'imagine qu'il n'y a pas que de la production, il y a d'autres éléments.
Elle est constituée autour de quoi? Ok. Écoute, moi, ma ferme, du coup, comme je te disais, moi, je me situe dans le vignoble de Cognac et le foncier est assez compliqué à avoir. J'ai une partie de ma ferme qui est en zone inondable, donc difficilement exploitable l'hiver, et une partie, c'est pas d'un même tenant, un petit peu plus haut, où là, on est sur des sables profonds et qui vont permettre d'avoir des cultures d'hiver. Moi, je voulais avoir du temps. Faut vraiment partir de ça. Finalement, moi, je voulais pouvoir bosser 40 heures. À 18 heures, je suis à la maison. Et les week-ends, je suis là avec mes enfants parce que c'est important pour moi, tu vois, de participer. De construire le monde de demain, c'est aussi d'être disponible pour ses enfants, C'est déjà une base, ouais. tu vois. Mm. Donc, j'ai pas voulu faire les marchés de plein vent. J'ai pas voulu bosser les week-ends. Donc, je me suis dit, j'ai une compétence commerciale. À moi de modeler le monde que je veux par rapport à mes attentes. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 circuits de vente principaux. J'ai de la vente de panier, soit à un point de livraison qui est le mercredi après-midi, soit via un click and collect que j'ai monté avec un collectif de producteurs bio qui s'appelle Gogo Cagette. Et sinon, je fais du légume en semi-gros pour les écoles. Et là, pareil, on a cofondé avec d'autres producteurs paysans Charente Bio et on livre aux écoles. Moi, je suis spécialisé sur la courge et le poireau. Qui sans beaucoup de matériel se fait assez simplement, hein. Tu vois, la courge, tu la plantes, elle pousse toute seule. Le poireau, c'est quelque chose aussi que tu peux bien sûr mécaniser, mais qui a l'énorme avantage de pouvoir être laissé au champ jusqu'en mars, donc tu n'as pas besoin d'avoir de frigo. Donc moi, je me fais entre 15 et 20 000, tu vois, pendant l'hiver, euros qui sont basés là-dessus. J'ai à peu près une trentaine de clients de panier, tu vois, à 20 euros par semaine, donc 80 euros en moyenne. Donc tu peux faire le calcul, hein, 3 x 8, 2004. Je vais sortir autour des 1500-2000 de légumes de plein champ sur 6-8 mois de l'année. Donc tu vois, ça va me faire un revenu de 4000, 4005. L'autre moitié de mon chiffre d'affaires est constitué de ma guinguette. Ok. Tu vois, ma guinguette, elle est sur ma ferme. Elle est 100% bio, 100% local. Évidemment que tous les légumes, 99% de légumes, parce qu'il te manque toujours un brin d'ail des fois, que tu prends chez un collègue. Mais globalement, ça vient de la ferme. C'est pas végétarien, mais c'est quand même bien basé sur le légume, parce que l'idée, c'est quand même aussi de valoriser ta production. Ce qui est génial et ce qui est difficile à faire finalement, c'est quand nous, on récolte avant le service. Ouais. Donc, tu as une qualité qui est juste incroyable. C'est clair. Tu vois, Y compris nutritive. Y compris nutritive. Et donc, bien sûr, c'est important d'avoir des chefs qualifiés et pertinents et qui aiment ça. Il y en a de plus en plus qui quittent les grandes cuisines. Moi, j'ai souvent que des gens qui ont fait de l'étoilé avant ou qui viennent de maisons gastronomiques et qui s'éclatent pendant 2 mois. Attends, dans ta guinguette, c'est pas toi qui cuisine, c'est ça? Non, c'est pas moi qui cuisine. C'est pas toi qui cuisine. Non. Ah ouais. Alors c'est qui alors? Parce que tu peux pas tout faire. Ouais. Comment ça se passe? Et ben chaque année, moi, ce que tu veux, j'ai créé la structure de carte. Ouais. La structure, elle est très simple. Il y a 3 mezzés, une assiette omnivore, une assiette donc avec de la viande et l'assiette du jardin, 100% végétarienne. Le dessert, c'est le même depuis 4 ans, il cartonne, c'est des fraises. Ok. Et voire fraîche chantilly. D'accord. C'est la seule amélioration. C'est de la Enfin, pas chantilly, l'amélioration, mais si c'est de la chantilly maison. vraie chantilly faite maison, si tu veux. T'as un nouveau Donc, client. moi, j'ai la... Bah, avec plaisir, écoute. Moi, j'ai la structure de carte. Ouais. Je leur dis, les gars, au milieu, vous vous éclatez. Mhm. Moi, j'achète des bêtes entières aux producteurs de viande, que ce soit un veau, que ce soit un cochon. Donc, tu as plein de morceaux. Hein. Toi, tu n'as pas que des entrecôtes, tu as plein de morceaux. Et les chefs, ils s'éclatent. En fait, ils disent, Comment tu les fais venir chez toi? parce que c'est trop cool. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en coupure. Ouais. Ils travaillent sur 5 services. Donc, du mercredi soir au dimanche midi, ils ont 2 jours et demi. Okay. En pleine saison, le salaire n'est pas dégueulasse. Dès qu'ils ont un coup de chaud, ils vont faire une baignade et ils reviennent. C'est-à-dire que moi, chez moi, tu vois, j'ai quand même les cuistots. Quand il fait chaud à 15h, ils font la mise en place. À 17h, ils font une pause. Ils vont se baigner. Des fois, quand t'es plein août, ils ont fini le service. À 21h30, il leur arrive d'aller refaire une bombe derrière. Moi, je mets le cadre. Je leur donne les clés du truc avec un cadre quand même assez clair, assez précis. Au début, on donne nos attentes. Et puis après, la magie opère, si tu veux, quoi. Ils ont la liberté. Moi, je leur dis, vous gérez à manger. Moi, je gère les problèmes. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Le service, pareil, il est aussi délégué? Il n'y a pas de service. Ok. Il n'y a pas de service. Les chefs font le service en même temps. Enfin, je vais t'expliquer. C'est très simple. J'ai autoconstruit une caravane qui s'ouvre un peu à la façon d'un pont-levis, si tu veux. Et il y a un comptoir. Dès que c'est prêt, on appelle. Okay. Et ce qu'adorent les chefs, c'est que du coup, ils ont des retours directs. C'est-à-dire que à la fois, ils prennent eux-mêmes leur salade ou leur tomate,
Et à la fois, ils ont un truc qu'ils n'ont jamais également, c'est le retour direct. Et souvent, les gens, ils sont trop contents, si tu veux. Excellent. Moi, ils ont les larmes aux yeux. Hein. Des fois, les cuistots me disent, mais là, ce qu'on m'a dit en 10 ans, on me l'a jamais dit, quoi. Ah, top. Mais c'est simple. C'est à la fois, on ne cherche pas la sophistication pour la sophistication. On propose quelque chose de qualitatif à des prix hyper corrects, si tu veux. Le plat principal VG, il est à 15 € et le plat avec viande, il est à 17. Les mezzés, ils sont à 4 € et 5 € pour ta fraise. T'as une vraie portion de fraises. Moi, ils me disent toujours ils me disent tout le temps, c'est pas assez cher pour ce qu'on fait. Même dans les restaurants étoilés où je suis passé, il n'y avait pas des trucs de qualité comme ça. C'est-à-dire que chez moi, globalement, tu peux manger et avoir une bière pour 20 € un soir de week-end, quoi. Ouais. Et manger bio et Et local. tu as mangé sain, tu as mangé bio, tu as mangé local. Excellent. Et donc ça représente un chiffre intéressant dans ton activité. C'est quelque chose de rentable. Donc Oui, bien sûr, c'est rentable. Selon les années, parce qu'il y a un moment, on avait fait un petit festival d'humour, c'est entre 40 000 et 50 000 de chiffre d'affaires. Pour te donner une idée, là, je suis entre 80 et 90 000 de chiffre d'affaires. Et moi, j'arrive à tout réuni, tout confondu. Ouais. Et je me dégage un revenu sur la ferme entre 1 500 et 2 000 €. Et puis, c'est complété par mon gîte. Donc moi, l'idée était à peu près de retrouver, le revenu que j'avais, que j'aurais pu avoir, tu vois, si j'avais eu des fonctions équivalentes autour d'un 2005-3 000, et j'y suis. Ouais. J'y suis, tu vois, quoi. En 3-4 ans, ça n'a pas toujours été facile. Je suis passé par des gros moments de remise en question. Tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont les moments de remise en question, justement, qui ont pu vraiment te travailler, te bousculer un peu? Ouais, complètement. La première année, elle a été ardos. Comme toutes les premières années, tu dois faire tout. Je me rappelais, je faisais même mes siestes en speed. J'étais tellement crevé que je me mettais des 5 minutes et je me dépêchais à m'endormir. Pour te dire à quel point je me rappelle... avant le service, parce que la première année, j'aidais quand même le chef, j'avais pas le temps, donc je disais à ma femme, attends, faut que j'aille prendre une touche 2 minutes, faut que je te redicte le menu. Elle était avec le PC dans la salle de bain, je dis, faut que ça imprime parce que les gens arrivent. On a pris des jus pas possibles, et puis au début, toi tu penses que tu vas réussir à sortir des légumes nickel, mais en fait c'est pas le top, donc les clients ils rallouillent un petit peu, ils disent on comprend, etc. Et donc des fois, écoute, après je les remercie s'ils m'écoutent, ils ont été hyper compréhensifs, ils ont compris que je me démenais comme un beau diable, et il y en a quelques-uns quand même qui sont restés et qui sont encore mes clients aujourd'hui. Mais ouais, l'année, je pense que je suis arrivé, je vais pas te mentir, hein, mi-août, j'ai passé une journée où je me suis dit, je mange un pot de glace dans ma chambre en regardant une série Netflix toute la journée, je veux plus qu'on me parle, tu vois. Et puis bah, aussi, ça te met un peu en tension, tu vois, parce que tu mets tes petites équipes un peu en tension. Normal, tu vois, t'es tendu parce qu'il y a plein de trucs. Même si tu avais envisagé énormément de choses et que tu as pris des marges de sécurité, la première année, tu découvres quand même, donc tu es dans le jus. Ce qui était très bien, c'est qu'on est parti en vacances une semaine en octobre, en Espagne. Et là, je me suis dit, j'en avais beaucoup sur la patate. Et je me suis dit à relire, tu vois, les philosophes grecs. Et notamment remettre un petit peu en perspective, un petit peu tout ça. Et je ne sais pas comment, mais on m'a proposé sur Spotify, je crois, que la première fois, je ne connaissais pas le dev personnel, le développement personnel. Et j'ai écouté pendant une semaine, un peu prostré, tu vois, au soleil, en réfléchissant à ce qui venait de m'arriver. Et j'ai écouté un bouquin de dev perso, j'ai trouvé ça tellement pertinent. Et derrière, je crois que j'ai passé 2-3 mois à revenir, à repenser à tout ça, à être encore plus clair et à repartir sur une saison hyper propre. Je m'étais un peu cramé, tu vois, sur les 8 premiers mois de lancement. Tu te souviens du bouquin? C'était quoi le bouquin? Le premier bouquin, ouais, c'était changer un petit quelque chose pour tout changer, je crois. Je le cite de mémoire, si tu veux. Mais c'était quelque chose qui était attenant aux habitudes, au déclencheur et à la récompense, si tu veux. Et à partir de là, j'ai remis beaucoup de choses en perspective. Et assez rapidement, je suis tombé sur Tony Robbins aussi. Et tu le trouvais sur YouTube gratuitement, la première session. Et je me suis fait des grands Tony Robbins, tu vois. J'allais marcher dans les bois, j'écoutais ce qu'il disait, puis je faisais l'exercice à côté. Et je suis vraiment rentré. Et le développement perso m'a aidé pendant la deuxième année. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai rebondi fort et que je me suis remis en question. Mais d'année en année, là, maintenant j'arrive dans ma 5e année, j'ai quand même fait des grands mouvements, tu vois, de remise en question, et pour chaque saison, aller toujours un petit peu plus loin, quoi. Ça a été quoi donc il y a eu les grands moments un petit peu de doute. Tu confirmes que c'est souvent les premières années qui sont de toute façon les plus demandeuses en énergie,
En détermination aussi, hein, moi je le confirme aussi bien entendu dans toutes mes expériences et puis celles que j'accompagne. Les grands seuils que tu as dû franchir, donc le côté développement personnel, faire un petit peu attention à son intérieur, comprendre un petit peu comment on fonctionne, etc. Il y a eu d'autres aussi Ouais. grandes Ouais, avancées. ouais. Le deuxième, ça a été de réorganiser mon commerce. Mhm. Tu vois, j'étais parti un peu sur du très théorique, comment je faisais ma ferme. Là, je faisais 35-40 légumes. Après, j'en ai fait qu'une quinzaine, vingtaine. En me disant, qu'est-ce que tu sais faire? Fais-le très bien. Concentre-toi sur ce que tu sais faire et fais-le très bien. Et vu que ta compétence, c'est le commerce, tu adapteras le marché par rapport à ce que tu sais faire. J'ai amélioré aussi des choses techniquement. Il y a des choses que simplement j'ai arrêté de faire. En me disant, là, en fait, tu penses que c'est important, mais c'est une croyance. Ouais. Ne le fais plus, Mhm. parce que là, tu es en train de te bouffer du temps et de te bouffer de l'énergie. J'ai simplifié. J'ai retiré beaucoup de superflu et je suis retourné. J'ai appliqué de la loi de Pareto, tu sais, le 80-20. Je me suis vraiment recentré, rebasé là-dessus et en me disant que ce qui est important, c'est que j'ai du fun, que ça me passe plaisir, parce que c'est ça qui te fait lever le matin, c'est de dire ça va être une bonne journée, on va kiffer, il va se passer plein de choses. Donc je suis vraiment recentré sur ce truc-là. Parce que en effet, comme tu disais, tu peux pas trop rester, moi ce que j'appelle la zone de la mort, là, pendant ces 2 ans où tu te prends quand même... Ça vient de chercher. Hein. ça vient de chercher. Quoi. Soit tu changes, soit tu... Ouais, voilà. J'ai pas envie de dire tu meurs, mais... Faut être le roseau, faut pas être le chêne, si soit tu veux. Quoi. Soit tu brûles, ouais, en effet. Moi, la grande phrase, je disais toujours, c'est Bruce Lee, be water, my friend. Tu vois, quoi. Et c'est la grande phrase, et les copains que j'ai et qui passent, ils savent que je l'ai répété plus d'une fois, celle-là. Quoi. Be water. Ouais, c'est beau à entendre. Aujourd'hui, tu as une envie de transmettre aussi. Tu me parlais tout à l'heure en off d'un BPREA que vous allez mettre en place, etc. Comment la partie transmission vit chez toi 5 ans après? Eh ben, si tu veux, moi, je me suis rendu compte que j'adorais transmettre. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quand même pas mal d'échecs, notamment dans ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole. C'est quand même un projet sur 2 qui est arrêté dans ce public précis, alors que c'est souvent les gens les plus motivés et qui ont souvent quand même les valeurs les plus tournées vers l'agroécologie, vers la vente directe, etc. Moi, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup d'échecs et beaucoup de souffrances qui est liée au fait d'une définition pas assez claire de ses envies, de ses valeurs et même de la conception même du plan. C'est-à-dire qu'il y a certains projets, ils n'ont pas encore été mis en place, qu'ils ont déjà dans l'œuf ce qui va les perdre, si tu veux. Quoi. Tout à fait d'accord. Tu vois, souvent à base de croyances limitantes, notamment sur l'argent, l'entrepreneuriat, le commerce, des choses comme ça. Moi, je dis toujours, si vous détestez l'argent, vous n'avez pas entendre parler, gérez-le, c'est le meilleur moyen de ne pas en entendre parler. Hein. Si tu n'aimes pas l'argent et que tu fais pas attention, tu vas y penser tous les jours. Ah, putain, il me manque 10 balles, il me manque 100 balles, dans 3 semaines, je dois payer la MSA. Enfin, tu pètes une pile. Quoi. Ouais. Alors non, la transmission, elle est arrivée chez moi parce que je me suis rendu compte que les enseignements que j'avais reçus, j'avais envie de les repartager. Que c'était des choses pas tabou, mais tout ce qui vient un peu de l'univers du développement perso, etc., c'était pas encore hyper appliqué à l'univers du maraîchage. Moi, j'ai vu que ça m'avait énormément servi. Moi, j'aime, tu vois, clairement, ce que j'aime, c'est aussi transmettre, d'être au contact, inspirer les gens, je trouve ça formidable. Leur dire, refaites peut-être pas les bêtises et aller plus loin. Moi, je sais typiquement, je suis au clair là-dessus, je suis pas le meilleur des producteurs. Voire même, je suis un producteur moyen, voire médiocre, si tu veux. Je sais que c'est mon point de défaut. Par contre, j'ai développé ma boîte pour maintenant recruter quelqu'un, tu vois, qui lui est très bon. Ça, c'est une mentalité de chef d'entreprise. Tu vois, là-dessus. Donc, la transmission, elle vient à travers ce BPREA. On veut faire un BPREA spécialement pour les NIMA. Parce que c'est pas comme t'as pas le même conditionnement culturel quand tu as vécu sur une ferme et que tu as conduit ton premier tracteur à 6 ans et que tu as vu déjà 20-30 semis de maïs arriver à... Enfin, une vingtaine, tu vois, quand tu arrives déjà à 25 ans. Moi, quelque part, ça fait que 4 fois que j'ai fait de la tomate dans ma vie, si tu veux. Quoi. Donc, il y a toute une espèce d'acculturation de ressenti que tu n'as pas. Qui peut être un avantage, parce que quelque part, tu n'es pas conditionné. Ouais, qui peut être un inconvénient aussi. Hein. Et qui peut être aussi un inconvénient, parce que tu mets du temps à capter les trucs et que... et puis même, des fois, tu es timide aussi au début. Tu vois, tu entends les paysans qui parlent de trucs. En fait, il y a 2-3 mots techniques que tu n'as juste pas compris. Et tu ne peux pas dire, en fait, ça fait 2 ans que j'ai une ferme, mais en fait, là, ce concept, il semble essentiel, et en fait, je ne le connaissais pas. Et si tu l'ouvres, tu vois, on dit, non, mais attends...
Comment tu peux avoir Tu une sors d'où, ferme et toi? tu sors d'où, tu vois, alors qu'en fait, tu l'ajustes pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Je sais pas, c'est comme quand tu commences, si tu fais du surf ou du kitesurf, tu vois, et que tu arrives, tu as les mecs, ils sont au taquet, puis toi, tu arrives pour la première fois avec ta combinaison, ta voile, tu pas encore tous les termes, tu pas encore toute la technique, tu te sens un petit peu gêné, quoi. Ouais. Bah écoute, pour moi, c'est un petit peu pareil le maraîchage. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre les gens en confiance. Avant tout, avoir une première étape de germination où à la fois il y a du socle commun de connaissances agricoles et à la fois c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes croyances, travailler fort là-dessus et après on construit le projet. On construit le projet et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'à la fin du BPREA, ils aient l'itinéraire, toute la conception soit claire dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ont une planification culturelle, un plan de trésorerie, un plan de développement marketing, euh, Des bases de développement personnel? ouais, en effet, la charte de valeurs, Ouais. tu vois, de développement personnel, tu veux toute cette charte de valeurs, tu vois, qui est remise à plat. Tout ça pour créer un business plan et avoir une vision très claire et très simple. En fait, évidemment que notre formation, elle donne le BPREA qui te permet derrière d'avoir la dotation jeune agriculteur et d'avoir accès à tout ce qu'offre la France quand tu fais une installation agricole. Et une fois de plus, il faut vraiment pas passer à côté. Mais nous, on va faire une certification en plus qui est juste symbolique, mais qui est pour nous la plus importante, qui est la certification PAGUS, et où tu viens pitcher ta ferme devant les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est bâtir une communauté bienveillante entre NIMA, parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Moi, je sais que mon projet, si j'avais été issu du monde agricole, je l'aurais certainement pas conçu comme ça. Et puis moi aussi, ce que j'ai fait dans mon projet, c'est que ce qui est important pour moi, c'était le revenu que j'avais à la fin. Bien sûr. C'était pas d'avoir une ferme, d'investir de 300 000 euros à la banque, tu vois, etc., et de produire tant de tonnage. Non, moi, l'idée, c'était quelque part, comment je peux en faire le moins en mettant en équilibre ma vie perso et pouvoir vivre correctement de mon activité. Je comprends. Et donc, pour ce BPREA, comment ça se passe? Tu dis il y a des gens autour de toi, Ouais. et ça va être disponible quand? Et comment on peut? Écoute, on vise la rentrée donc, de septembre 2026, hein, donc ça arrive à très grands pas. On fait un BPREA fait par des paysans, des gens installés, et souvent des néo-ruraux. David a été éleveur et céréalier pendant 7-8 ans sur une exploitation familiale, où il avait un magasin de producteurs. Thomas est en cours d'installation sur du verger cidricole, parce qu'on va faire du cidre et de l'agneau, du pré-verger. On va faire intervenir des paysans locaux là où on est, donc on est basé en Charente, à côté d'Angoulême. Les plateaux techniques seront chez des paysans. Donc on veut vraiment quelque chose où c'est des gens qui ont été installés, qui vont venir donner les tips, qui vont venir donner la réalité, qui vont venir jouer cette acculturation très forte et leur donner à la fin le go, en fait. C'est bon, là, c'est solide, tu peux sortir de l'avion, tu peux te jeter dans le vide et ouvrir le parachute. Ça y est, tu peux y aller, quoi. En fait, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste vérifier que le parachute est bien plié et qu'au moins, il y a un parachute dans le sac avant qu'il saute, quoi. Il faut qu'il y en ait un, ouais. Ok, super intéressant. J'imagine que les personnes qui ont envie de se mettre dans ce parcours pourront te retrouver. Géoferme, on le retrouve sur Instagram. Oui, alors on aura tous les liens de toute façon. On le retrouve sur Instagram. Le centre s'appelle Pagus. Pagus, école paysanne. Pagus, c'est un mot intéressant. C'était les organisations à l'échelle d'un canton, des villageois à la fin de l'Empire romain, et où tu retrouvais tout, si tu veux, à la fois le chaudronnier, à la fois la personne qui faisait le pain, etc. Et Pagus, c'est aussi la racine du mot paysan, du mot paix et du mot travail. Et on trouvait que c'était assez intéressant. Ouais. La ferme, la suite, c'est quoi? La ferme, la suite... Là, je cherche des associés, justement, des gens meilleurs que moi. Ouais. On va continuer à la développer, on va l'emmener plus loin. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être demain pouvoir ouvrir d'autres géofermes. C'était aussi un peu l'idée à travers Pagus, quelque part. C'était aussi de dire, voilà, vous pouvez vous inspirer de la géoferme. C'est pas encore tout à fait clair, et je vois selon les opportunités qui peuvent y avoir, mais en effet... moi, je veux utiliser la géoferme comme un marchepied pour des gens qui veulent s'installer dans le milieu agricole. Ouais. Tu es écopreneur au sens large, puisque tu agis pour la régénération de la planète, des humains. Aujourd'hui, quand tu viens d'arriver là à Paris et que tu as vu tous les bâtiments, etc., tu as des regrets ou aucun regret d'être parti dans cette voie-là? Malgré les quelques années de départ un peu difficile. Non, j'ai pas de regrets. Je suis assez peu revenu sur Paris, c'est ce que je me disais. Je crois que je suis revenu 3-4 fois. Je me rappelle quand on est parti de Paris avec ma femme et les gros sacs à dos de rando remplis de tous nos apparts, tout notre appart, tout ce qu'on n'avait pas pu vendre ou donner aux copains.
ouais, je vois le chemin parcouru. Et je vois le Tibère que je suis quand je marche dans la rue. Je me rappelle celui que j'étais il y a 6-7 ans maintenant, si tu veux. Et ouais, il y a de l'émotion, tu vois. Là, je suis venu à pied, justement, parce que je voulais pas prendre le métro. Je voulais ressentir un petit peu toutes ces ambiances. Et j'étais hyper reconnaissant par rapport au chemin parcouru. Et je me dis, heureusement que tu l'as fait, mec. Heureusement que tu l'as fait. Ça aurait été... ça m'aurait pas... Je serais passé à côté de ma vie, quoi. S'il y a des gens dans le doute aujourd'hui, c'est ça que tu veux leur transmettre? Ouais, faites-le. On est en France, on a de la chance. Si vous construisez bien votre projet, si intellectuellement, si ça vient de votre tripes, et si vous arrivez à tout mettre ça dans un Excel ou dans, peu importe, un bout de papier, enfin un classeur, ça sera mieux quand même, bien organisé, tout est possible. Et puis, au pire, vous vous serez planté, mais vous l'aurez vécu. Vous l'aurez vécu. Et si c'est pas cette fois-là, ça sera la fois d'après. Moi, comme je te dis, c'est pas la première boîte que j'ai tentée. Je me suis planté la première fois. Ça m'a apporté. Je me rends compte, des fois, je me dis, heureusement que tu l'as fait il y a 10 ans, cette première boîte, parce que ça t'a permis de voir ça. Et sur le moment, quand je m'étais planté, je voyais pas beaucoup de leçons à retirer. Hormis c'est nul, quoi. Mais non, faites-le. C'est pas grave, on va pas mourir. On est en France. Vous n'allez pas terminer à la rue. Et si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Et si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Retapez dedans, quoi. Ouais, complètement d'accord. Super intéressant, un grand merci Tibère pour avoir témoigné de ton expérience. C'était très chouette, dynamique et plein de vie. J'invite tout le monde à venir te retrouver sur tes réseaux. On aura les liens qui sont en dessous. Et puis de venir te voir. Si on passe en Charente. Avec plaisir. Hein. Moi, je suis tout l'été sur ma ferme. Il y a une ambiance, on fait des concerts, etc. En plus, vous venez juste en short, vous vous baignez, vous venez manger. C'est l'ambiance vraiment... c'est à la cool, quoi. Et moi, je suis toujours le premier à montrer comment fonctionne la ferme. Si je peux inspirer d'autres personnes à aller dans l'agroécologie, à prendre vraiment possession de sa vie et à se mettre en place, mais avec grand plaisir. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi de m'avoir donné la parole. Pour ton projet. Ciao. Ciao, salut. Bye bye. Heureusement que tu l'as fait, mec. C'est ce que Tibère s'est dit en repassant dans les rues de Paris juste avant notre interview. Il me l'a confié en regardant les immeubles où il aurait pu finir coincé à vie. Et si cet épisode t'a mis toi aussi quelque chose en mouvement, une idée, une envie, une colère constructive, eh bien partage-la. Envoie pourquoi pas ce podcast à quelqu'un qui hésite encore. Et puis tu retrouves Tibère dans les liens de cette description. Et n'hésite pas à venir manger chez lui si tu passes un jour en Charente. Si tu veux aller plus loin dans ton projet d'éco-entreprise, pour le développer ou le créer tout simplement, eh bien rejoins le webinaire Écopreneur que tu retrouveras en description. Et puis je t'invite aussi bien sûr à t'abonner à cette chaîne, à liker, à commenter pour nous aider à rendre ce message régénérateur encore plus puissant et à le diffuser encore plus loin. Je te dis à un prochain podcast. Ciao, bye bye.